Alors, je m'appelle Céline Kopp, je suis directrice d'un centre d'art à Marseille qui s'appelle Triangle France et cette année, j'effectue le co-commissariat des ateliers de Rennes, Biennale d'art contemporain, avec une sixième édition qui s'appelle À cris ouverts avec Étienne Bernard. Bonjour, moi je m'appelle Étienne Bernard, je suis directeur du Centre d'art contemporain de Brest qui s'appelle Passerelle et je suis avec Céline, co-commissaire de la Biennale de Rennes cette année. Eh oh! Voilà. Céline et moi avons souvent travaillé, on se connaît depuis quoi, 10-12 ans, et on a travaillé sur plusieurs expositions ensemble, et nous avons été sollicités pour présenter un projet de façon différenciée. Céline a été appelée directement et moi par ailleurs, et on a décidé de se mettre ensemble. Donc c'est une décision de notre part que de présenter un projet qui met la question, l'exposition dans un débat entre deux personnes et non pas simplement la parole d'un commissaire. C'est vrai qu'on a tendance à travailler en grande proximité avec les artistes, donc la question du dialogue et de la co-construction des choses, elle est toujours présente. Ensuite, dans ce cas-là, il y a eu une évidence, hein, c'était pas une décision politique à la base. Non, non, c'était logique en fait, Ouais. évident. En fait, cette biennale, les ateliers de Rennes, a été créée il y a une dizaine d'années maintenant, 10 ans, avec un sous-texte qui est de penser les liens entre l'art et l'économie au travers de pratiques artistiques. Donc ça, en tant que curateur, c'est disons, la question qui nous a été posée dans le point de départ d'écriture du projet. Et c'est vrai que nous, ça a été assez instantané en fait. En 2016, 2017, 2018, déjà on savait que la Biennale allait ouvrir 10 ans après la crise des subprimes. Le monde a complètement changé. On est dans un contexte politique, en tout cas s'agissant de l'économie, qui est plutôt anxiogène. Voilà, tout simplement d'un point de vue intellectuel, les choses qui ont pu nous intéresser ou avec lesquels on s'est senti à l'aise, parlaient notamment de concepts de domestication généralisée, ou en tout cas d'une espèce d'attitude liée aussi à la blanchité, c'est-à-dire à nous, d'être au monde qui est en permanence dans des dynamiques d'extraction de valeur et de rapports de force et de domination. Donc ça a été les premières conversations, c'est-à-dire aborder l'économie sur cet angle-là, ce qui nous permettait en fait de parler tout autant de questions environnementales que de questions de genre, que de questions des normes d'une manière générale qui régissent la société. À partir du moment où on s'intéresse à des pratiques comme ça, c'est sûr qu'on ne va pas avoir une biennale avec uniquement des hommes blancs issus de bonnes familles. Voilà. En fait, c'est les gens qui répondent ça, il faudrait leur demander, parce que moi, j'ai pas de problème à trouver le talent chez les femmes. Non, moi non plus, mais par contre je comprends parce que moi, en tant que curateur homme, et par ailleurs blanc, j'ai commencé par là. J'ai commencé par beaucoup utiliser cet argument-là. Je me souviens d'un grand débat qui a eu lieu, dans le monde, petit monde de l'art parisien, il y a une dizaine d'années, qui s'appelait, qui a donné naissance à des revues comme Pétunia, etc. Il y avait un certain nombre de critiques d'art et d'artistes femmes qui s'étaient émus, qui étaient montées au créneau en découvrant que je crois Pompidou à l'époque avait 17% de femmes dans les collections, et il y a eu un mouvement et ça a notamment généré le L, l'expo L, enfin le prix d'accrochage des collections. Et à l'époque, j'avais été interrogé là-dessus et j'avais répondu ça. J'ai répondu que moi j'ai pas de problème, mais
effectivement qu'en tant que curateur, auteur, etc., je préfère regarder le talent, la pertinence des choses, et que moi, je parlais de l'œuvre d'art de l'artiste et non pas de son origine, son sexe, etc. Et j'en étais convaincu réellement. Et ça n'est que quelques années plus tard, en ayant pris les responsabilités d'un centre d'art contemporain, dans un contexte social, politique et géographique qui est celui de Brest en l'occurrence, enfin, voilà, en tout cas d'avoir une responsabilité sociale dans le travail de curateur et de pas simplement être une espèce de curateur branché parisien qui fait des expositions qui n'ont pas vraiment d'effet, qui ne sont pas ancrés quelque part, que j'ai pris conscience de ça et que donc je reste quelqu'un de très vigilant à la question de la qualité de ce qu'on présente évidemment au public. Oui, je me suis astreint à une certaine vigilance, mais pour moi c'est pas un écueil, je veux dire, c'est très bien, c'est une logique d'évolution et de méthodologie de travail qui me semble nécessaire et que je revendique désormais. J'ai tout de suite travaillé beaucoup avec des femmes et en fait c'est plus tard quand on m'a dit ah mais toi etc. Je me suis rendu compte que j'avais une pratique qui était aussi comme ça, mais de mon côté ça a été c'était pas une décision politique et militante à la base, ça a vraiment été une pratique. Maintenant au fur et à mesure de mon évolution dans le monde de l'art en termes de carrière, je me rends compte que c'est de l'ordre aussi du militantisme, bien sûr. Une biennale, c'est quand même une exposition emblématique. On sait qu'elle va être très regardée, plus que nos programmations là où elles sont. Donc, il nous paraissait logique d'être absolument exemplaire. Et en fait, ce qui était assez intéressant, et c'est ce que je dis, on prend le pli au bout d'un moment, en tout cas en ce qui me concerne, c'est qu'en fait, on n'a pas eu d'adaptation à faire. On n'a pas tordu le projet pour rentrer dans les clous, pas du tout. En fait, ça a même plus été, étant donné les sujets abordés au cœur du projet, c'est la question du genre ou même les artistes qu'on a invités, ça a été à nous de nous adapter en termes de méthodologie, même au-delà de ça, en fait, même sur la question du langage. On a aussi pensé le vocabulaire en termes d'inclusivité, pensé même les questions d'obligation de présence. Parce que certains artistes, et ça c'était aussi dans notre invitation, ont refusé de venir. Parce qu'on est aussi dans une économie de présence. Qu'est-ce que ça veut dire quand on vit à Vancouver de se déplacer 4 jours pour venir à Rennes discuter? C'est de l'ordre du privilège, c'est évident, mais d'un point de vue écologique, il y a de l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire aussi sur le monde de l'art qui donne toujours tant de valeur à l'artiste doit être présent, le corps de l'artiste doit être présent, l'artiste doit performer. L'artiste va toujours être là, et donc tout ça, c'est des économies qui peuvent être complexes quand on n'est pas nécessairement privilégié, quand on a une économie à côté de sa pratique artistique, quand on s'occupe d'autres personnes, que ce soit des enfants ou des personnes dont on prend soin. Enfin voilà. Non, on ne va pas organiser une biennale et instrumentaliser des pratiques artistiques et des artistes pour parler de ce genre de sujet. C'est une pratique et ça, on le fait aussi dans nos centres d'art en fait. Mais ça revient à la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est-à-dire que, bon, ok, cette biennale, elle se veut exemplaire sans être déclarée, déclamée en termes de parité, elle se veut ouverte et sur une diversité, mais elle ne le dit pas plus que ça, enfin, c'est évident, mais par contre quand on la visite, on revient au départ, c'est-à-dire ce que vous appeliez des talents et des pratiques pertinentes. Et qu'on a parlé beaucoup de parité, et on a parlé aussi de diversité culturelle, mais aussi cette biennale se veut aussi diverse dans les questions de croisement de génération. Parce qu'on n'est pas à la course au jeunisme, on n'est pas dans une expo historique non plus, on est dans quelque chose qui c'est des mises en perspective et des relations artistiques, théoriques ou de recherche entre les générations et les pratiques. Et ça, c'est très important pour moi. Moi, j'ai une responsabilité sur un territoire de Brest, le Finistère et un petit peu autour, d'être...
ne peut pas tout montrer, mais en tout cas large dans la programmation, ouvert, d'accompagner vraiment les publics dans la découverte des formes contemporaines et de ce qu'elles impliquent politiquement, socialement, etc. Et si je décide de faire qu'un seul type d'artiste qui fait un seul type de pratique, etc., je coupe mon public de toute la richesse que peut représenter le champ de la création contemporaine. Alors, bon, évidemment, on ne sera jamais exhaustif, et d'ailleurs, ce n'est pas le but, mais la diversité est une nécessité pour mon métier, et par ailleurs, c'est un vrai désir curatorial que de le travailler. Moi, j'ai une pratique féministe. Je travaille avec des femmes, enfin, c'est quelque chose, on en parle aujourd'hui, mais je me suis rendu compte en comptant à quel point je me suis aussi inscrite dans une histoire. En ce qui me concerne, c'est vraiment de l'ordre de la pratique, justement. Je ne vais pas nécessairement organiser une expo manifeste. Pour moi, le manifeste s'écrit au quotidien, en fait. Voilà. Dans tous les gestes, dans toutes les décisions, dans toutes les remises en question, dans la manière d'écrire, enfin voilà. Mais en tout état de cause, quand je disais que être responsable d'une structure d'art contemporain quelque part aujourd'hui en 2018, pour moi c'est de l'ordre du militantisme, et que le fait de faire en sorte qu'on aille vers la parité et qu'on présente des artistes femmes, c'est certainement féministe, mais effectivement avant d'être une idéologie ou des idéologies, c'est avant tout des outils. Des méthodes, moi je parle de méthodologie, hein, c'est assez pragmatique ce que je dis en fait. Et c'est quelque chose que vraiment je revendique. Voilà. Mais c'est vrai que travailler ensemble, ça a été un processus cette année où à plusieurs reprises tu m'as dit, tu vois, il y a une tonne de choses, pour parler très simplement, hein, je m'en rendais pas compte à ce point-là. Quand on s'est retrouvés à un certain moment donné à faire des interviews filmées aussi, où on s'était déplacé, donc c'est en plus ce truc où encore une fois il faut être présent, il faut être là. Moi j'habitais à Marseille, donc évidemment, enfin toi à Brest, il faut aller à Paris, donc il y a aussi ce truc de la centralisation. Donc nous on prend le temps, on se déplace, et là on arrive, et donc il y a les caméras, le truc, tout est mis en place, et le type arrive et il fait ce geste, tac, le micro-cravate sur Étienne. Et là moi je me mets à rigoler en fait. Je rigole à un moment donné, donc on se regarde comme ça et je rigole, et là il me dit, vous aviez prévu de parler ? Parce que de fait, j'étais l'assistante, c'est évident. Non, et donc je lui ai dit non, il n'y a pas de problème, voilà. Et donc ça a été un moment assez étrange, donc j'ai passé tout l'interview comme ça, on a fait exprès de faire comme ça. Et parce qu'on s'est dit en fait que vu sa réponse, c'était pas la peine et c'était pas le moment, et que, enfin, il y a des, voilà. Mais en sortant, hein, on a bu un café et tu m'as dit, tu vois, c'est le genre de choses, moi forcément ça m'arrive jamais, donc j'y pense pas. Donc quand on dit, voilà, le féminisme au quotidien quand même c'est toujours compliqué, on se rend pas compte, parce que la situation de privilège, quand on la vit, on sait pas ce que c'est. Et puis même au-delà, même hommes et femmes, moi je coche toutes les cases, hein. Je suis mec, je suis blanc, je suis curateur de biennale, directeur d'institution, c'est bien quoi. Mais c'est drôle, mais c'est vrai que par exemple, j'en ai parlé avec Paul Maïké, qui est un des artistes de la biennale, qui est français d'origine africaine. Moi on m'a jamais demandé ma pièce d'identité dans la rue. Je n'ai jamais été arrêté par les flics, même bourré à 3h du matin. Mais moi je suis très content que mon champ professionnel m'amène à être confronté à ces questionnements qui sont effectivement, quand on est en opposition, pas tangibles en fait. Je comprends qu'elle puisse être assez critiquée, etc., mais un peu dans la logique de ce que je disais, à un moment donné, je pense qu'il faut peut-être une astreinte, mais pas une contrainte, une astreinte pour que l'attention soit logique et devienne logique, pour prendre le pli. Et donc, l'approche, le travail que mène Agnès Salle sur la mise en œuvre de cette feuille de route, il me paraît important. Il est extrêmement technique et technocratique, mais bon, voilà, elle est à cet endroit-là aussi. Et je pense que notamment tout le travail que doivent mener, sont appelés à mener les institutions pour être normalisées à FNOR,
ou normé, après, je ne sais pas comment on dit. C'est un travail d'audit extrêmement long qui permet de soulever tous les lièvres, un peu de tout ce qu'on a évoqué là. Et au sein des institutions, je pense que ça fera du bien, parce que c'est une sorte de... C'est la version administrative du passage sur le divan, en fait. Hein. Et donc c'est peut-être un peu avec toute la brutalité administrative et technocratique que ça implique, mais je pense que c'est assez nécessaire.